y avait 21 000 salariés, et moi, dans l'usine où je travaillais, on était 4 800. Et l'usine était à Gennevilliers. Il y avait une autre usine qui était juste pas très loin, à Asnières, qui était surtout des bureaux d'études et de l'outillage. Et puis de l'autre côté, c'était l'usine de Gennevilliers, où on construisait des véhicules, par exemple les Trafic, les J9, les C35, et c'était fabriqué pour Renault, Peugeot ou Citroën. Et donc je suis arrivé à l'atelier de Gennevilliers aux Presses en 1980, donc dans un atelier, on appelle les Presses, qui est l'atelier d'emboutissage. C'est-à-dire qu'on reçoit dans cet atelier des rouleaux de tôle, comme des rouleaux de papier hygiénique, c'est exactement pareil que ça, sauf que c'est de la tôle, et donc qui sont plus ou moins lourds, plus ou moins larges, et on les découpe, ces tôles, en petits morceaux, pour faire soit une porte, soit toutes les pièces qui rentrent dans la construction d'une voiture. Une porte de voiture passe dans 5 machines, disons, subit 5 pressions successives. Donc c'est des grosses machines qui font en pression sur les tôles entre 400 tonnes et 2000 tonnes, disons, voilà, de pression. Donc c'est des très grosses machines qui ont entre 8 et 15 mètres de haut. Alors là-dessus, au pied de chaque presse, il y a des ouvriers spécialisés qui rentrent les tôles, puis qui sortent la pièce finie de l'autre côté, puis qui la passent à la deuxième presse, où il y a de nouveau 1 ou 2 ouvriers qui introduisent cette pièce, puis derrière, il y en a encore 2 autres qui la sortent, et puis etc. Puis des fois, une presse, c'est comme une voiture, surtout que ça tourne 24 heures sur 24, ça tombe en panne. Donc il faut qu'il y ait des gens qui les dépannent. Il faut qu'il y ait des gens qui les règlent. Il faut qu'il y ait des gens qui vérifient que toutes les sécurités sont bien mises pour éviter que les ouvriers ils se fassent couper les mains. Ça, c'était mon métier. Et ces ouvriers, on les appelle des électromécaniciens. C'est-à-dire qu'ils font de l'électricité, de l'électronique et de la mécanique. Et tout mon travail était dans l'atelier d'emboutissage. Et des fois, ces ponts roulants, ils tombent en panne. Les ponts roulants, c'est des grues, enfin des espèces de ponts qui traversent tout l'atelier, au-dessus des presses, donc au-delà de 12 mètres, et qui roulent sur des rails. Et quand ils tombent en panne, il fallait monter pour les dépanner. On n'avait qu'une échelle à un bout de l'atelier, et on devait marcher pendant 100 mètres, 150 mètres, en se tenant sur des câbles électriques à côté, en marchant sur les rails pour rejoindre le pont qui était arrêté en plein milieu de l'atelier. Donc, pendant des mois et des mois, je me suis battu, mais avec mes camarades électriciens et électromécaniciens et mécaniciens, je me suis battu pour qu'on ait à différents endroits de l'atelier d'autres échelles pour accéder, si le pont restait au milieu, qu'on ait moins de marche à faire à 14 mètres de haut, et pour avoir le long des rails en hauteur, ce qu'on appelait un câble de survie, c'est-à-dire un câble sur lequel on mettait un mousqueton, un crochet, sur lequel on s'accrochait, comme ça si on tombait, on restait pendu après le câble, mais on ne tombait pas 14 mètres plus bas, parce que là on ne tombait qu'une fois. Et la direction nous disait, mais non, on ne va pas mettre de câble, on va vous donner une prime. Donner une prime de 20 francs ou de 100 francs à l'époque. Bon, ça fait quoi? Ça fait 5 euros, 10 euros. Donc j'avais le droit de tomber une fois pour 5 euros, puis après j'étais mort. C'était vachement réjouissant, hein. Voilà, j'avais le droit de mourir pour 5 euros. Moi, je préférais ne pas avoir les 5 euros, ou plus exactement quand même les avoir, mais avoir aussi un câble qui me retienne si je tombe. Des fois, je sais bien que la panne, ça a été rare, mais ça arrive quand même, que les OS, ils se débrouillent pour que la machine, elle s'arrête. Et quand moi, j'arrive pour dépanner, je me rendais compte des fois, et puis comme on était bien copains, des fois les copains OS aussi me disaient ce qu'ils avaient fait. Et je savais donc aussitôt où était la panne.
Mais plutôt que de dépanner tout de suite, il me disait où était la panne. Eh bien, je faisais ce que j'avais à faire, je cherchais où était la panne. Et j'essayais de la trouver tout seul, même si je savais que c'était ça. Et donc, je montais sur la tête de presse. J'attendais, ça prenait un peu plus de temps. Mais pendant ce temps, le copain Wes, il avait le temps de rouler sa cigarette, il avait le temps de boire un petit café, et quand j'arrivais, il était un peu plus reposé, la machine pouvait repartir, et personne ne pouvait reprocher à l'autre de ne pas avoir fait son boulot. Voilà. Donc ça s'appelle un peu de la solidarité, quoi. Hein. Les employeurs se sont dit, il faut qu'on ait une main-d'œuvre qui soit rude au travail, dure au travail, parce que le boulot dans l'automobile, c'est difficile, c'est très dur, surtout pour les OS sur chaîne, et puis en même temps qui politiquement soit très souple, pour pas qu'ils s'organisent trop fort, parce que sinon on ne pourra pas fabriquer à des coûts très bas. Donc il faut une main-d'œuvre qu'on puisse exploiter. Et c'est comme ça qu'il y a eu des accords entre les États, la France et le Maroc par exemple, pour que les employeurs de l'industrie automobile aillent embaucher des gens au Maroc. Donc les entreprises, elles ont été au Maroc. Mais elles n'ont pas été dans les villes, parce que là, elles trouvaient du chômage, c'est vrai, ou des gens qui auraient eu envie de partir et de venir travailler en France. Mais ces gens-là, ils avaient été à l'école. Pour certains, ils étaient politisés. Certains, même sous cap, se disaient opposés à leur propre gouvernement, à leur roi. Donc, les industriels français n'ont pas été, et Chausson en particulier, n'a pas du tout été chercher à Casablanca ou je ne sais pas où des salariés. Non, non, ils sont partis dans le fin sud, côté d'Agadir, Tisnit, tout ça, et ils sont sortis même des villes pour aller vraiment dans les campagnes. Et là, ils ont organisé des bureaux de recrutement. Alors, ils recrutaient des gens en disant, voilà, il faut que vous ayez moins de 35 ans, par exemple. Et puis, comme ça, on pourra vous emmener en France pour aller venir travailler dans les usines. Et voilà, vous aurez de l'argent, bon, vous allez me miroiter combien ils allaient gagner, etc. Et c'est vrai que pour des gens qui étaient dans le bled, ça devait être vraiment le Pérou qu'on leur promettait. De leur dire que le travail serait difficile, serait rude, ce n'étaient pas des hommes qui étaient paresseux, et ce n'étaient pas des hommes qui avaient peur du travail. Ça ne pouvait pas leur faire peur. Et donc, ils venaient, et ils passaient au bureau de recrutement. Donc on dit, t'as quel âge toi? Ah ben, moi j'ai 38 ans. Ah ben non, t'es trop vieux, il faut 35 ans. Donc le gars il ressortait, il allait chercher 2 témoins, il revenait en disant, non, non, je me suis trompé, j'ai 35 ans, regarde, j'ai 2 témoins, parce que je suis né l'année où la chèvre elle est tombée dans le puits, là-bas. Oui, oui, c'est vrai, on est témoins. Donc bon, t'as 35 ans, ok, on te met 35 ans. Et puis on regardait, comment t'as tes mains toi? On regardait les mains des gens. S'il avait les mains un peu lisses, c'est que c'était des étudiants ou c'était des gens qui étaient dans des bureaux ou qui n'avaient pas travaillé la terre. Donc, c'était un peu suspect. Donc, ceux-là, on ne les recrutait pas. Pour être recrutés, on prenait ceux qui avaient des doigts bien calleux, des mains bien calleuses. C'était le signe qu'ils bossaient, que c'était des ouvriers, que c'était des gens de la terre. Puis on regardait comment ils étaient physiquement. Le toubib, il regardait, on regardait les dents, comme on achète un peu des chevaux, quoi. Hein. On regardait s'ils avaient des bons muscles, tout ça. Et quand on les a amenés en France, on a fait des vrais charters, mais dans ce sens-là, pas dans celui de Besson, ou qui va dans l'autre sens maintenant, les charters. On les expulse. Hein. Mais on a fait venir les gens, et on les a, bon, pour Chausson, on a fait venir, on a construit des foyers à la porte de l'usine de Gennevilliers, où on leur a donné des logements qui étaient des vrais taudis. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui ont habité des caves, 4 mètres carrés. Il faudrait les interroger, tout ça. Mais des conditions de vie très dures. Mais ces gens-là, ils venaient pour 1 an, 2 ans. Donc ils acceptaient des conditions très dures. Déjà chez eux, ils avaient des conditions dures. Ils les acceptaient quand même en France, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient retourner. Et de toute façon, ça permettait à la famille de vivre
peut-être d'améliorer, voire de construire une maison. Et puis en même temps, assez vite, l'État marocain s'est dit, oui, mais si on laisse cette population en France, ils sont en contact avec des organisations syndicales, qui en général sont plutôt de gauche, sont pas très favorables à des régimes comme celui du Maroc, et de toute façon qui risquent de politiser l'esprit de ces travailleurs. Et quand ils vont revenir, ça va être des opposants en puissance. Donc, ils ont mis une autre condition aux industriels de l'automobile, et en particulier à Chausson. D'accord, vous avez recruté ou vous recrutez des travailleurs marocains, mais il faut m'embaucher un gars qui sera désigné par le consulat. Et vous allez l'embaucher au service du personnel. Autrement dit, on obligeait les entreprises à embaucher un mouchard qu'on mettait dans l'entreprise. Alors sous prétexte que c'est bien qu'on ait ce gars marocain envoyé par l'ambassade, il pourra s'occuper des billets pour retourner au pays, il pourra faire le lien avec ces pauvres ouvriers et leur expliquer ce qui est bien et tout ça, et leur donner des nouvelles de la famille et tout. Mais en réalité, la vraie fonction de ce gars-là, c'était une fonction de police, de regarder si ces Marocains se syndiquaient, s'ils faisaient grève, etc., etc. Et quand les Marocains retournaient au bled au bout d'un an pour aller en famille, etc., et ben à la frontière, ils se faisaient coffrer. Et on a des camarades comme ça qui se sont fait épingler lourdement. Et d'autres ont renoncé à retourner au Maroc pendant plusieurs années parce qu'ils craignaient pour leur propre vie et leur propre liberté. Malgré toutes les pressions qu'ils ont eues, malgré toutes les difficultés qu'il y avait pour gagner une liberté, ces gens-là ont eu au fil des années l'intelligence et le courage pour s'organiser à l'intérieur d'organisations syndicales. En 1975, les travailleurs OS en particulier, mais là pour le coup, y compris tous les professionnels, etc., sur la question des salaires, ils se sont mis en grève pendant 2 mois, pratiquement. Pendant 2 mois, ils ont arrêté de bosser. Le patron, il ne voulait pas lâcher, finalement, il l'a lâché. Ceux qui ont été les plus forts, ça a été les ouvriers, grâce à leur solidarité. Solidarité entre eux, mais solidarité avec d'autres usines. Et après la grève de 1975, qui avait duré à peu près 2 mois, une des revendications a été de faire partir celui qui était au service du personnel, le mouchard, quoi. Et ça, quand les gens comprennent ça, et qu'ils arrivent à ce degré de conscience de se dire, si on se met ensemble, et c'est le syndicat qui aide à cette prise de conscience, si on se met ensemble, on peut faire entendre qu'on est exploité, et on peut faire entendre ce qu'on veut. Et en général, quand on est tous ensemble, eh ben on gagne. Bonnes gens, écoutez, car cette chanson vous dira toute la vérité. C'est l'histoire de la grève de chez Chausson et de ses ouvriers révoltés. Dans une usine, faut qu'on turbine, faut qu'on s'échine, c'est pas marrant. Sur les machines, des accidents, il y en a souvent. Mais les salaires, quelle misère, c'est pas pour faire plus migration. Et c'est pour ça qu'on s'est unis contre le patron. Les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils se mettent ensemble, ils ont une force extraordinaire, une force qui pourrait changer le courant des sociétés. Dans la mesure où on reste les uns à côté des autres, enfermés dans son individualisme, ou croire qu'on va pouvoir faire sa petite carrière tout seul en bouffant sur le dos du voisin, un jour ou l'autre, on se casse les dents. Et on perd de son pouvoir pour changer les choses. C'est vrai partout, ça. Partout. Pas simplement à l'usine. Les enfants du mois de mai qui
La force de se révolter, elle existe quand, on prend conscience de son exploitation, et 2, on prend conscience qu'on est collectivement exploité. Et c'est parce qu'on a ces 2 prises de conscience et qu'on a la possibilité de rencontrer une organisation syndicale, une association de quartier ou autre, suivant les situations où on est, qui nous aide à nous organiser, que là, la révolte, elle prend un sens. C'est pas simplement une révolte. La révolte, elle nous pousserait, la colère par exemple, elle nous pousserait à casser la machine. Mais on ne gagnerait rien. La colère, elle se retournerait contre nous, contre celui qui a la colère. Par contre, la force de la colère, il faut la canaliser pour la transformer en une revendication. Et là, la révolte, elle prend du sens. Et elle a un objectif. Et elle a des chances d'aboutir. C'est un peu comme la force de l'eau. La force de l'eau, elle court tout partout. Mais si on veut vraiment utiliser cette force, il faut la faire passer dans des tuyaux ou dans un canal. Et là, on peut faire tourner un moulin avec cette même force. Voilà. Sinon, ça ne tourne rien. C'est de l'énergie perdue. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très important. La force de se révolter, elle existe partout, dans la mesure où on a conscience qu'on pourrait vivre autrement. Et dans la société de tous les jours, dans les quartiers, c'est pareil. Quand les bandes se tapent sur la tête, c'est tout le quartier qui est détruit un petit peu. Tandis que quand il y a un petit peu de lien, de la solidarité qui se fait dans un quartier, il fait mieux vivre ensemble. Et on peut vraiment faire la fête. Nous avons rappelé à la direction générale ce matin que s'il y a violence quelque part, c'est celle de voir des hommes et des femmes privés de leur emploi, jetés sur le pavé, exclus de chaussons, mais aussi, dans les années qui viennent ou les mois, exclus purement et simplement de cette société. Nous avons dit que la violence qui se développait dans les cités, y compris ici, sur Gennevilliers, avait ses racines et ses causes dans les drames sociaux que représentaient le chômage et l'exclusion sociale. Le travail du délégué, ou mon travail tel que moi je le concevais, c'est d'être véritablement à l'écoute des gens. Ça veut dire que entre 15 et 20 heures par mois, suivant la fonction qu'on occupe, ce temps nous est laissé pour discuter avec les ouvriers sur chaîne, ou bien pour préparer des réunions et des revendications avec les patrons. Et c'est un des travaux du délégué, c'est d'être à l'écoute et d'entendre ce que les gens y disent. Donc il faut pouvoir les rencontrer. Et c'est vrai que j'ai essayé d'être proche de cette population, j'allais dire qui a les conditions de travail les plus difficiles, parce que le gars qui a son poste de travail, si ça lui coule de l'huile sur la tête, il ne peut pas se déplacer d'un mètre, il est obligé d'être là, à cet endroit-là, pour mettre la pièce dans la presse. Il ne peut pas se mettre ailleurs. Et il est là où ça coule. Et je crois que quand on allait dire, par exemple, il y a des gouttières sur les presses, moi je pouvais le dire dans une réunion où je rencontrais le patron. Mais je trouvais encore plus important que les gens eux-mêmes viennent le dire, avec leurs mots à eux, pour dire pourquoi ça les emmerdait de recevoir de l'huile sur la tête. Parce qu'il y a des choses très précises, de savoir que de l'huile qui coule sur les gens, ça leur donne de l'eczéma. Il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. De savoir, par exemple, que de l'huile qui tombe, c'est après des odeurs, c'est des allergies, c'est plein de choses. Il faut qu'ils viennent le dire, ça. Eh bien, on prenait avec nous des travailleurs qui étaient concernés par leurs revendications. Et ensemble, on allait dans le bureau du chef. Et moi, je disais, salut chef, voilà, les copains, ils ont quelque chose à te dire. Et c'est les gars qui parlaient. Aujourd'hui, qui décide, c'est pas le patron, c'est à nous de choisir.
bien qu'aucun bleu de Lyon, ouvriers français et marocains. Car si tu râles, y a l'amicale qui te signale en menaçant, qui se passe la malle et qui détale, finit son temps. En 1983, on fait 5 semaines de grève. Enfin, c'est d'abord les OS qui décident de faire grève. Donc, essentiellement des travailleurs immigrés qui sont sur chaîne, qui décident de faire grève, parce que non seulement ils sont mal payés, mais ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas de possibilité de carrière, ils n'ont pas de reconnaissance professionnelle, etc. Ils sont condamnés à rester OS à vie. Et ils ne veulent pas rester OS à vie. Et ils veulent avoir, même dans les OS, avoir des progressions. Leur revendication entre eux, c'est de dire, voilà, on veut être reconnus comme des ouvriers normaux, qu'on soit immigrés ou français, et avoir la possibilité de faire une carrière professionnelle, d'être reconnus dans nos compétences et d'être payés en conséquence. On veut être reconnus comme des hommes. Et non pas, quand un chef nous appelle, on ne veut pas qu'il nous siffle en nous disant « Toi le rat, viens ici ». On veut que le chef nous appelle par notre nom. Par notre nom. On a des prénoms, on a des noms. Le chef, il doit nous appeler par notre nom. Et pas en disant « Toi le rat, viens ici ». Et ça, on le dit tous ensemble, au même moment, au même jour, en ayant arrêté le boulot, puisqu'on est dans la cour. Alors là, la grève, c'est déjà ça. Et en même temps, puisqu'on a arrêté le boulot, on met le patron sous la pression. Le jour se lève, vivons le rêve d'une société sans patron. Vive la grève, vive la grève, vive la grève des chaussons. Liberté, dignité, solidarité, c'est ça qui marque la grève pour moi. Liberté parce que c'est une vraie liberté que de pouvoir dire j'arrête de travailler parce que je trouve que c'est pas normal les conditions dans lesquelles on me fait travailler. Le droit de faire grève est inscrit dans la Constitution française. Il n'y a pas grand-chose qui est dans la Constitution en tant que telle, hein, mais le droit de grève est inscrit. Tout citoyen, toute personne qui est sur le territoire national, français ou immigré, a le droit de faire grève. Oser arrêter le travail, se mettre debout, comme on dit. On n'est pas des moutons, on est des hommes debout. Hein. Se mettre debout, c'est affirmer sa dignité d'ouvrier, sa dignité... on n'est pas des esclaves, on vend notre force de travail et on estime qu'il faut la vendre au juste prix. Le rapport de force, c'est jamais tout seul. Jamais. C'est voué à l'échec tout seul. Ce qui fait la force d'une grève, c'est son nombre, c'est le collectif. Le collectif du nombre. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'apparaît, l'aspect solidarité, c'est bien un mot pour moi qui est dans la grève. Quel que soit le résultat de la grève, qu'on obtienne complètement satisfaction ou qu'un tout petit peu, ce qu'on gagne toujours dans la grève, c'est la dignité et on grandit en homme, on grandit comme travailleur. Quand j'étais délégué, j'étais fier de représenter ces ouvriers qui osaient se mettre en grève, qui osaient aller voir les patrons, qui osaient aller voir un chef, qui osaient s'affirmer. J'étais fier. Et je trouvais que plus moi j'étais fier de cette dignité collective, plus je pouvais leur dire aux ouvriers, et plus ensemble, on grandissait en fierté d'être ouvrier, et on gagnait aussi en conscience et en force. La grève, c'est tout ça. C'est surtout le résultat. Mais le résultat en dignité. En plus du reste. Luttons sans trêve, on a voté l'occupation.